Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur entrepreneur et je me pose beaucoup, peut-être un peu trop de questions. Je me pose des questions sur le bonheur et l'amour, sur l'écologie et le vivant, sur l'espace et le cosmos, sur l'humain et le cerveau, ou encore sur la société et notre place dedans. Et plus récemment, face à la crise écologique, je me demande ce que je peux faire et comment avoir un impact. Je me demande comment contribuer à la construction d'un monde que nous serons fiers de transmettre à nos enfants. Alors pour trouver des réponses et pour explorer des pistes concrètes, je vais chaque semaine à la rencontre de celles et ceux qui ont des idées, qui bâtissent un futur qui donne le sourire et qui m'inspire. Et spoiler alerte, on a plein de réponses et de bonnes raisons d'espérer. J'espère qu'écouter leurs témoignages t'aidera à trouver des réponses, à avancer sur ton chemin et peut-être même à changer d'air. Bonne écoute. À la fin de ses études, Côme souhaite travailler sur les enjeux climatiques et il est en même temps tenté par l'entrepreneuriat. Et donc en fait, il va suivre son intuition avec ses rencontres, avec ses expériences pro, et il décide de se lancer dans la rénovation énergétique des bâtiments. Alors pourquoi ? D'une part, il voit qu'il y a un besoin de rénovation des bâtiments, on a besoin de 300 000 personnes formées à la rénovation énergétique d'ici 2030. Et d'autre part, il voit qu'il y a de plus en plus de Français qui souhaitent se reconvertir dans un métier d'avenir et porteur de sens. Et c'est pourquoi Côme et Ariane s'associent et créent Los Olive en avril 2021 pour répondre à ce double besoin et former au métier de la rénovation énergétique. Et c'est très fort, aujourd'hui après 3 ans, ils ont lancé 50 promos et formé 750 élèves à la rénovation énergétique. Alors dans cet épisode avec Côme, on parle de pourquoi et comment lancer son entreprise. On parle de la transition énergétique et de ses multiples enjeux. Et enfin, on parle d'un sujet qui m'est assez cher, de la joie et de l'épanouissement dans le travail. Bonne écoute. Bonjour Côme. Bonjour Clément. Merci beaucoup d'être ici. Je suis très heureux de t'avoir. Mais également. Écoute, sans transition, on va passer sur la première question. Est-ce que tu peux te présenter à nos chers auditeurs et nous dire qui tu es en partant de tout début ? Ouais, avec plaisir. Du coup, moi c'est Côme. Moi j'ai grandi en Picardie, dans un petit village qui s'appelle Mortefontaine, dans le sud de l'Oise, en bordure de grandes régions parisiennes. Et sinon, rapidement, moi, j'ai un profil ingénieur. J'ai fait mes études à Polytechnique et plutôt sur des sujets de physique. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup amusé. Et après la prépa, du coup, j'ai continué en faisant pas mal de physique. De physique quantique un peu ? Pas mal de physique quantique, exactement. Pas mal de physique quantique. Et sinon, j'étais, je pense, très intéressé par les sujets, les enjeux énergie-climat au sens assez large. Je me suis pas mal engagé, j'ai pas mal travaillé sur ces sujets-là en école. Je m'y suis spécialisé après en fin d'études et j'ai fini du coup mes études en travaillant, avec un stage de fin d'études, notamment chez Carbon 4, qui est un cabinet de conseil sur ces sujets-là. Ça m'a permis de creuser pas mal de petits sujets, les sujets liés au transport, à la mobilité, et évidemment les enjeux liés au bâtiment, avec à la fois la réno énergétique et la construction neuve. Voilà. Est-ce que je peux poser une question ? Bien sûr. Comment il était le Côme, l'enfant Côme ? L'enfant Côme. Celui qui a grandi en Picardie avant de faire des études. Je pense que là, bonne question. Je pense que je retrouve plutôt l'enfant Côme à travers ce que m'en disent mes amis ou mes parents ou ma famille de l'époque. Et l'enfant Côme, je pense qu'il était un bon mélange entre Monsieur je sais tout et un petit diablotin. Si j'essaie de recoller un petit peu les morceaux du vase, mais oui, je pense que je devais être un petit peu pénible comme enfant. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui racontent j'aimais déjà lancer plein de projets. Est-ce que t'étais comme ça ou j'étais pas du tout comme ça. Non. Tu vivais ta vie exactement. Non, j'étais pas du tout lancement de projet. Moi, j'ai eu une grande phase. J'ai eu une grande phase quand j'étais petit. Je voulais devenir entomologiste. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les entomologistes, ce sont les scientifiques qui étudient les insectes. Ah. Et donc je pense que ça devait me rajouter un petit côté un peu creepy. J'avais une chambre qui était remplie de cadres, remplie d'insectes empaillés. Donc non, j'avais eu cette phase-là et après
non, plutôt bon élève, assez scolaire. Je me suis pas mal éclaté. Je pense après au collège, lycée, notamment, enfin dans typiquement au scout ou des mouvements où on était pas mal en extérieur et on faisait pas mal de choses du coup dehors. Ok. Et ça c'était peut-être un petit peu après. Je pense que le premier enfant com était un petit peu sautillant, C'est l'enfant, ouais, l'enfant un petit peu plein d'énergie, quoi. assez curieux. Je pense Ok. que c'était ça. Ouais, Ok. Ok, merci beaucoup. important. Et du coup, là, tu disais, à la fin, tu t'es formé à tous les enjeux de la transition énergétique au bâtiment. Et c'est comme ça enfin, est-ce que tu peux me présenter ce que tu fais en ce moment, du coup? Et Ouais. comment tu y es arrivé? Ouais, carrément. Du coup, après mon stage de fin d'études, du coup dans le conseil, j'ai adoré l'environnement, l'environnement, du coup je dirais le cabinet, la boîte en tant que telle, les gens qui sont dedans, etc. Je pense que je suis pas fait pour faire du conseil, c'était peut-être ça le Comme sujet. sautillant, on s'y retrouvé. Exactement, peut-être pas assez de concret. Du coup, ensuite, j'ai fait quelque chose d'encore moins concret, mais, mais qui était pour le coup super enrichissant et je pense que c'est vraiment la passerelle. Moi, j'ai rejoint à ce moment-là le cabinet de la ministre du Logement, pour travailler sur les sujets pour le coup, politique publique, de rénovation énergétique et de construction neuve. C'est une expérience qui, pour le coup, m'a permis de rentrer vraiment très, très, très en profondeur sur ces sujets-là, d'un point de vue un petit peu plus politique publique, mais quand même avec une bonne vue, je pense, sur le secteur et ses enjeux. Et globalement, c'était un mix entre pas mal de pas mal de sujets de fond, de suivi de sujets de fond sur des réformes. Il y a eu beaucoup de réformes à ce moment-là. Les sujets de fond, c'était vraiment travailler, très concrètement, c'était travailler avec l'administration centrale pour leur demander de avancer, par exemple, sur telle réglementation, sur nous faire une telle étude pour pour que la ministre ou en tout cas le cabinet soit capable de prendre une décision pour savoir où est-ce qu'on met, par exemple, tel petit soit financement, en effet, soit seuil un petit peu précis dans les réglementations. Et donc, il faisait plein d'études d'impact pour se rendre compte concrètement de ce que ça représentait ensuite pour les Français. Okay. Et donc voilà, pas mal de sujets là-dessus. Évidemment, beaucoup de communication politique, c'est comme ça que ça marche. Exactement. Et pas mal de rencontres aussi avec beaucoup d'acteurs du secteur qui viennent justement présenter généralement leurs intérêts, ce qu'ils ont envie en tout cas leur vision du secteur, de où est-ce qu'ils ont envie de l'emmener. Évidemment, dès qu'on déplace des curseurs, il y a toutes les personnes pour qui c'est un vrai problème et du coup qui viennent tirer la sonnette d'alarme, à raison ou pas. Et voilà, et plus plein de visites, de rencontres, un petit peu plus large. Mais donc c'était un stage, ça? Et c'est le format était un stage, exactement, ouais. Parce qu'ils ont pas le droit d'embaucher plus de gens. Et donc le coup, exactement. Okay. Et ensuite dans la foulée. Et ça t'a plu en termes de genre d'expérience pro ou en termes de ce que t'as appris, genre le fait de travailler dans un cabinet, comment c'est, est-ce que c'est pas un peu structuré, genre le monde politique, comment tu l'as ressenti? C'est une bonne question. Alors du coup moi je travaillais, donc c'est pour ceux qui connaissent pas exactement le fonctionnement d'un ministère. Ouais, si tu peux. un ministère, du coup on a plein de ministères différents qui peuvent bouger et se renommer, mais fondamentalement un ministère c'est composé, je dirais alors on m'excusera les raccourcis, mais globalement de trois choses un peu différentes. On va avoir d'un côté tout en haut le ministre ou la ministre et son cabinet qui est composé entre globalement 8 et 16 personnes. Alors, ça dépendra un peu de quand est-ce qu'on nous écoute, parce que ça bouge un petit peu à chaque mandature, mais globalement, c'est un peu l'idée. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle l'administration centrale, qui est composée pour le coup vraiment d'agents qui vont travailler sur principalement les politiques publiques et plutôt leur conception et leur dimensionnement. Donc, ils vont écrire les textes de loi, faire les propositions, réfléchir à comment est-ce qu'on positionne tel ou tel curseur dans les textes de loi. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les services déconcentrés de l'État. Et donc ça va être tous les services qui sont au sein des préfectures, qui sont aussi, qui font partie d'un ministère, et qui, pour le coup, déclinent généralement la politique publique dans les régions, les départements, sur le terrain. Exactement.
et qui ont un rôle, un rôle, je pense à mi-chemin entre la petite antenne qui permet de prendre les informations du terrain et plus largement le bâton de relais jusqu'au, je dirais pas le dernier kilomètre non plus, mais les 100 derniers kilomètres du ministère. Et du coup, voilà, au sein d'un cabinet, donc il y a très peu de gens, il y a quelques personnes. Ça se scinde dans vraiment deux types de conseillers. Donc il y a la ministre pour l'organisation générale, il y a les chefs de cabinet qui gèrent la logistique, les directeurs de cabinet qui gèrent plutôt les sujets de fond. Et ensuite, il y a deux types de conseillers, des conseillers communication et politique et des conseillers techniques. Les conseillers communication et politique, leur objectif, c'est vraiment de communiquer. Non, que les actions soient bien comprises. Exactement, c'est vraiment ça. C'est d'être à la fois le bon relais politique une communication, s'assurer que ce sera bien compris, que ça soit, et c'est important, honnêtement, c'est vraiment super important, que ça ait une belle répercussion et que les gens l'entendent. Et aussi de déminer certains sujets, parce que du coup, de l'autre côté, on a des conseillers techniques qui sont là, pour le coup, vraiment des maîtres absolus dans leur sujet, qui ont envie de les faire avancer aussi du mieux qu'on peut. Mais de temps en temps, il y a des choses dont on se rend pas forcément compte quand on est sur un sujet très technique, et les conseillers politique et communication vont aussi être là pour se dire ok, même si c'est une bonne idée les gars de changer cette loi à 100%, si vous faites ça tout le monde va gueuler. Exactement, c'est peut-être un côté un petit peu plus pied sur terre, même si honnêtement ça dépend beaucoup je pense des gens et des cabinets, mais ok, c'est voilà. Bon, ça il y a deux forces un peu qui travaillent ensemble exactement vers faire avancer les autres vers pour que ça avance bien. On pourrait, oui. Je pense que les deux sont, d'une certaine mesure, c'est plutôt, les deux font en sorte que ça avance bien. Ça, c'est sûr. Et c'est plutôt, je pense, deux éclairages un petit peu différents, qui sont vraiment, qu'est-ce qu'on fait concrètement, et ensuite, comment on s'assure que ce sera fait, compris. Appliqué, ok. Ok, merci. Et comment tu finis à créer la Solive, alors? Ouais. Alors, à ce moment-là, du coup, c'était un peu la fin pour moi. J'avais pas spécialement envie de continuer non plus, parce que pour le coup, ça faisait à peu près 1 an, je pense que je commençais à me poser vraiment des questions sur l'entrepreneuriat. Honnêtement, je pense que c'était pas conscient avant, et j'avais pas, précisément senti ça avant. Mais là, ça faisait 1 an quand même que je commençais à y réfléchir sérieusement, sur plein de projets très différents. Pourquoi et comment t'as commencé à y réfléchir? Bonne question. Alors, je pense que j'ai un environnement familial plutôt conditionnant. Des parents en profession libérale, mais des oncles et tantes qui, pareil, ont monté leur entreprise. Je pense dans le fond, j'ai un petit frère qui est peut-être à la base plus entrepreneur que moi, qui pour le coup lui avait beaucoup de projets quand il était petit. Et qui a aussi monté sa boîte et qui à ce moment-là avait déjà monté sa boîte, donc je pense que je peux pas dire que ça m'a pas titillé. Ouais, exactement. Il fabrique des escape games. Et donc là, voilà, je pense l'un dans l'autre, c'était aussi et à un moment où en vrai je me suis aussi posé énormément de questions sur ce que j'avais envie de faire. Enfin, je pense que comme certaines personnes, je pense qu'ils suivent un peu les études comme elles viennent. On est sur des rails. Exactement, il y a vraiment des rails, et puis il y a un peu un non-choix qui est de plus en plus assumé et qui est de plus en plus poussé, à savoir fais ça, et puis comme ça tu pourras choisir tout ce que tu veux faire. Et puis à la fin de ton choix, et puis à la fin, en fait, on se rend compte que c'est ça, toutes les portes ont été laissées ouvertes, c'est un peu le mantra, et on se retrouve devant 12 milliards de portes, et en fait on oublie qu'à un moment il faut vraiment en prendre une. Tout à fait d'accord. Et donc voilà, ça m'a aussi posé pas mal de questions, et donc je m'étais un peu fait ce choix-là à un moment. C'est un peu ce choix-là, de savoir où tu t'es dit, je vais aller dans la porte de l'entrepreneuriat. Exactement. On va tester ça. Et donc, voilà, j'en suis un peu là. J'ai testé pas mal de projets. À ce moment-là, j'ai aussi rencontré beaucoup de gens. J'ai une conviction de plus en plus forte aussi que, j'ai une conviction. Depuis le début, moi, ce qui m'intéressait, c'était de monter un projet, pour le coup, vraiment qui réponde en tout cas aux enjeux énergie-climat. Pour moi, c'est vraiment une des choses les plus importantes, et ça faisait partie vraiment de mes prérequis quand je cherchais du coup des idées. Et j'allais dire, tu t'es dit ok, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, mais qu'est-ce qui te tentait? C'était justement le côté liberté, c'était le côté je veux travailler sur un sujet qui me botte, mais en même temps tu l'avais fait chez Carbone 4. Enfin, comment comme ça c'est.
quelle vision t'avais de ton futur métier Ah oui, Je vais dire le prérequis c'était transition ouais, écologique. exactement. Aucune vision. Et c'est tout. C'est bien, faut rester, faut garder les portes ouvertes. Exactement. À ce moment-là, j'avais vraiment pas plus de vision que ça. Et puis, honnêtement, j'ai testé tous les secteurs à enjeu, ou en tout cas même dans les secteurs pas enjeu, comment est-ce qu'on pouvait amener vers une diminution de nos émissions, de notre consommation d'énergie. Et le bâtiment a quand même beaucoup d'avantages dans ce sens-là, c'est que c'est quand même 45% de la conso d'énergie en France, à peu près 40% à l'échelle européenne, et c'est à peu près 25% de nos émissions de gaz à effet de serre en France, et pour le coup plutôt un tiers à l'échelle européenne, ce qui fait chauffage, que enfin tout ce qui est ce que je vais rentrer dans le bâtiment, c'est à la fois le processus de construction et ensuite les usages liés au bâtiment, et donc on va principalement avoir le chauffage, mais tous les usages après de cuisson, électroménager, lumière pour le résidentiel, et après ordinateur, serveur, etc. pour tout ce qui va être tertiaire. Okay. Donc, mais avant tout, 2/3, 3/4 de tout ça, c'est le chauffage. Et enfin, quand on dit chauffage, c'est le manque d'isolation, les pertes énergétiques, etc. Et la manière dont ensuite on vient combler ces pertes pour se chauffer. Voilà, en tout cas un peu à ce moment-là. Donc honnêtement, j'ai une conviction de plus en plus forte du coup que le secteur du bâtiment pour le coup a un rôle à jouer génial. Et en fait, si je le je le regarde rétrospectivement, je me dis que c'est quand même aussi un très bon problème d'ingénieur. D'ingénieur, parce que en fait on sait exactement ce qu'il faut faire et il faut juste le faire. Et un peu données, c'est exactement, en fait on sait ce qu'il faut faire. Il faut isoler les bâtiments, il faut changer les systèmes de chauffage pour des systèmes moins carbonés, il faut remplacer globalement toutes nos consommations au sein d'un bâtiment. Et en fait, il suffit de regarder pourquoi ça arrive pas aujourd'hui, et d'essayer de résoudre un peu les différents freins pour le faire. Et il y a moins ce côté, je pense qu'il va être beaucoup plus compliqué dans d'autres secteurs, comme par exemple, je prends l'agriculture. L'agriculture, c'est un système qui est extrêmement émetteur de gaz à effet de serre. C'est quand même un petit tiers de nos émissions, beaucoup moins d'énergie, mais lié pas mal lié aux engrais, à la manière dont on cultive aujourd'hui. Quand je regarde ce problème-là, je me dis que c'est vraiment un problème qui est beaucoup plus compliqué, parce qu'on touche à un système au sens assez large, beaucoup plus complexe que juste le bâtiment. Exactement, qui est plus complexe. On a besoin de se nourrir quand même. Le métier d'agriculteur, c'est un des métiers, je pense, les plus durs au monde aujourd'hui. Et ce qui est assez différent quand même du bâtiment, objectivement. On a des métiers qui sont quand même de moins en moins pénibles, qui sont très bien rémunérés, donc c'est quand même des choses assez différentes. C'est vrai ça. Pourquoi l'agriculture arrive pas à atteindre, pourquoi l'ouvrier aujourd'hui dans le bâtiment a réussi à atteindre un niveau de vie ou de rémunération correct, alors que l'agriculteur est encore vraiment... Je pense que ça tient beaucoup au côté local, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire forcément... Enfin, on fait venir, mais on peut pas faire venir un électricien vivre en France, ou en tout cas il vit en France. Mine de rien, on apporte du blé d'Ukraine, alors peut-être moins en ce moment, mais d'un peu partout dans le monde, et du coup il y a des endroits où la terre est meilleure, il y a des endroits où les engrais sont moins chers, il y a des endroits où les tracteurs sont moins chers, et où la main-d'œuvre est moins chère, donc finalement... importer finalement, c'est vraiment pas cher. Oui, sans la PAC, je pense qu'il se passerait... Enfin, c'est un autre sujet, mais je pense qu'en effet, il y aurait plus beaucoup d'agriculture en France. Et du coup, tu t'es dit, le bâtiment, c'est quand même un vrai problème d'ingénieur. C'est ça. Ça a l'air pas facile à résoudre, mais... Exactement, si c'est pas exactement, si c'est pas résolu, c'est que globalement, il y a quand même des vrais sujets un peu compliqués. Mais et en fait, je disais tout à l'heure, j'avais beaucoup échangé à ce moment-là aussi avec des entreprises. Je pense que c'est vraiment un secret pour personne. Il n'y a pas d'histoire d'information ou quoi que ce soit. Tout le monde sait que c'est des métiers en tension. Il manque du personnel, et c'est vrai que les entreprises nous rabâchaient beaucoup que il n'y avait pas forcément besoin d'aller mettre plus de millions sur la table pour la réno énergétique, parce que de toute façon derrière, ils n'étaient pas capables de faire les travaux. Il faut des gens qui le fassent. En fait. Exactement. Et donc c'est toujours un peu ce duo-là entre évidemment offre et demande. Et c'est encore le cas aujourd'hui, malgré tous les gens que tu formes. Oula, on est loin de résoudre ce problème-là. En France, là, il y a beaucoup d'études qui sont parues cette année. On considère qu'il va manquer à peu près 200 000 personnes d'ici 2030 dans le secteur de la rénovation énergétique. Et à l'échelle européenne, évidemment, c'est encore plus important. Et si on regarde encore en arrière, il manque d'ici 2030 dans le monde
il va manquer à peu près il va manquer à peu près 70 millions de personnes dans les énergies renouvelables. Donc on va inclure aussi tout ce qui va être du coup photovoltaïque potentiellement. Ok. Genre c'est un secteur qui va proposer beaucoup plus d'emplois que ce qu'il y en a que des gens Exactement, formés, c'est quoi. ça. Ouais, aujourd'hui c'est un secteur qui est en forte tension et c'est vrai que les entreprises avec lesquelles on travaille ont beaucoup de mal à recruter, Ok. à trouver des gens qualifiés. Et nous on se positionne, c'est vrai, sur des métiers qui sont quand même des métiers techniques. Mhm. On n'est pas, c'est pas non plus des manœuvres de chantier Oui. qui peuvent se trouver potentiellement plus facilement, ne serait-ce que avec la construction neuve qui est aussi en train de prendre un coup d'arrêt assez fort, Ok. un peu Ouais. partout dans le monde. La construction neuve, tu veux dire construire un bâtiment de zéro. Exactement, ouais, c'est ça. On fait aussi du recyclage de bâtiments. Enfin, comment Ouais, la la réhabilitation. réhabilitation. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Si on prend le secteur du bâtiment, il y a deux enjeux. Il y a la construction neuve. Mhm. Et la construction neuve, les émissions de la construction neuve, c'est avant tout lié au béton. Ouais. Parce que pour produire du béton, donc on a à la base du ciment qui est lui-même fait de clinker. Et pour faire du clinker, il faut chauffer du calcaire à 1500 degrés pendant des heures. Et donc ça demande énormément d'énergie et ça émet énormément de gaz à effet de serre parce que c'est fait au gaz principalement. Et donc la construction neuve c'est 4-5%, enfin si on rajoute l'industrie machin etc, c'est allez, au grand maximum 4-5%. En France c'est plutôt 2-3 pourcentage de nos émissions, et le reste c'est 20 à 25%, c'est pour le coup l'usage des bâtiments. Ok. Et pour diminuer l'usage des bâtiments, du coup il faut réduire les besoins, la consommation d'énergie, et ça passe par isoler, réduire les courants d'air et chauffer mieux. Ok. D'accord. Et ça, c'est la mission de Et ça, c'est ce qu'on SOLIS. essaie. Et nous, ce qu'on essaie de faire, du coup, c'est pas Et ça. comment t'as vu tous ces problèmes? J'imagine que tu connais encore mieux aujourd'hui, mais comment, est-ce que tu peux me raconter un peu la transition jusqu'à dire, On allez, va faire ça. je crée la Solive. Ouais, mais du coup, carrément, donc, comme je disais, on a, du coup, j'avais pas mal en tête quand même que les entreprises avaient du mal à trouver des gens. Ouais. Et je pense que ça faisait, pour moi, partie des deux gros problèmes, qui empêchent aujourd'hui la massification de la rénovation énergétique. Le premier étant le financement. Enfin, c'est pas un ordre hiérarchique, il y a vraiment les deux problèmes. Ouais. Il y a comment est-ce qu'on finance ces travaux, pour les particuliers, même pour ceux qui ont de l'argent. Je pense qu'il y a peut-être quand même, un problème de lisibilité, de comment on fait ces travaux, lesquels faut faire, etc. Et ensuite, il y a une question de comment on fait ces travaux, qui fait ces travaux. Et à ce moment-là, moi, j'ai rencontré mon associé aujourd'hui qui s'appelle Ariane. Ariane, je l'ai rencontré du coup via un des conseillers avec lesquels je travaillais, et elle avait déjà en tête pour le coup ce sujet-là, qu'elle avait voilà, pareil, pu expertiser, discuter avec des boîtes. Enfin, globalement, dès qu'on parle avec une boîte, on s'en rend rapidement compte. Ok. Mais voilà. Et donc à ce moment-là, on se rencontre, et puis en fait ça match super bien. On se connaît pas plus que ça, mais on décide de travailler ensemble quelques semaines pour voir un peu si ça peut le faire. Ouais. Exactement, super important, parce que de rien, après on a décidé de partir ensemble, et c'est une aventure à deux, et il y a Beaucoup de temps. on passe beaucoup de temps ensemble. Il faut que ça marche, Donc voilà un peu comment ça se fait. Et à ce moment-là, on décide, donc on est en avril 2021, et puis on décide de continuer de discuter avec plein de boîtes, commencer à mettre en place un peu des parcours de formation. Et la Solive naît à ce moment-là de ces échanges, ces rencontres, et puis après aller chercher des premiers élèves. Donc nous on fait peut-être, si je reviens sur ce qu'on fait aujourd'hui à la Solive un peu plus largement, on est on est un centre de formation. On accompagne des personnes en les formant. On s'adresse à des personnes en reconversion professionnelle, donc des gens qui ont pour le coup déjà eu une expérience pro. Il y a pas d'âge, mais ça va être généralement au-dessus de 25 ans. Ouais. Il y a pas d'âge limite, ça va être jusqu'à 55, 60 ans. Se reconvertir avant 25 ans, c'est... Exactement. On pourrait plus parler de réorientation. Ouais. Et on essaie d'éviter un peu, parce qu'il y a plein de gens qui font, il y a aujourd'hui, le bâtiment forme quand même en formation initiale beaucoup de gens. Ouais. Mais voilà, nous on accompagne des gens en reconversion vers ces métiers-là, et pour le coup, on a aujourd'hui à la fois plusieurs parcours de formation. On forme aujourd'hui on va former ce qu'on appelle nous des chefs de projet en rénovation énergétique, qui est notre formation initiale, des chargés d'affaires en rénovation,
Ok. et des installateurs de pompes à chaleur et bientôt des installateurs de panneaux photovoltaïques. Donc les deux premiers, donc chef de projet en rénovation énergétique, c'est vraiment une personne qui va venir chez vous, faire une évaluation énergétique de votre logement, regarder du coup où sont les déperditions et en fonction de votre besoin, va être capable de vous orienter vers des scénarios de travaux pertinents Ok. pour diminuer votre consommation d'énergie. Et c'est en combien de temps que tu passes de j'ai un métier, ben, par exemple dans l'informatique, à Ouais. jusqu'à de faire ça? Nous, les formations, cette formation-là, elle va durer 3 mois et demi, un peu moins de 3 mois et demi, avec une période d'immersion en entreprise au milieu, donc c'est vraiment 11 semaines de cours. C'est aussi le parti pris, c'est des formations qui sont extrêmement courtes, extrêmement intenses. On vit, on dort, on mange, rénovation énergétique 3 mois et demi. pendant 3 mois et demi, donc pour le coup, il y a quand même, c'est pas de nulle part, il y a quand même vraiment un engagement très très fort, et je pense que c'est ce qui correspond aussi à des gens en reconversion qui ont envie de reprendre un peu repartir comme un petit boulet de canon dans un nouveau secteur. Et concrètement, donc voilà, c'est un peu le premier métier. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle nous chargé d'affaires. C'est vraiment un poste de commercial. C'est comment est-ce qu'on vend des travaux de rénovation énergétique, lesquels on vend. Et quand on parle de rénovation énergétique, on pourrait y revenir, mais ça va être tout ce qui concerne du coup l'enveloppe, comment on isole les murs, le toit, Ok. comment est-ce qu'on travaille sur l'étanchéité à l'air. Donc là, ça va plus être par exemple les menuiseries, l'intérieur. Tu me disais la dernière fois que c'était pas les fenêtres qui laissaient passer le plus de chaleur, c'était les murs, c'est ça? Ouais, exactement. Et ben on peut revenir un peu sur la déperdition parce que ça reprend exactement ça. Mais du coup, il y a vraiment travailler l'enveloppe, diminuer la consommation d'énergie. Et après, il y a ventiler, hyper important. Et le système de chauffage en tant que tel. Une fois qu'on a baissé le besoin de consommation, on peut mettre un chauffage plus efficace. Oh, ok, d'accord. Mais c'est vraiment important de le faire dans cet ordre-là. Et si on prend une maison lambda, en quelque sorte, les déperditions, c'est à peu près un tiers par le toit. Étant donné que la chaleur monte, qu'il y a une grosse surface, c'est quand même souvent le toit qui est le premier poste de déperdition. Ensuite, à égalité, on va avoir les murs, parce qu'il y a beaucoup de surface, et la ventilation. Donc, ce qu'on appelle ventilation, c'est simplement tous les trous. On pourrait dire l'étanchéité à l'air, mais en fait, c'est tous les trous qu'il y a entre les menuiseries, les fenêtres et les murs. C'est tous les trous qu'il va y avoir sous les placos, dans les prises qui en fait donnent sur l'extérieur. Ça va être toutes les entrées d'air qui sont aussi importantes, mais qui laissent passer quand même l'air. Et évidemment, quand on a des trous entre l'extérieur et l'intérieur, l'air chaud qu'on a chauffé s'en va et l'air froid qui est dehors rentre. Donc ça, évidemment, ça demande aussi du coup plus de déperdition. Et voilà. Et du coup, une fois qu'on a travaillé un peu sur ça, on a les menuiseries. Donc ce qu'on appelle menuiserie, c'est les portes et les fenêtres qui représentent généralement entre 10 et 15%. Donc c'est quand même nettement moins. Et en fait, vu le coût de ces travaux-là, pour le coup, c'est vraiment des travaux qui sont moins rentables énergétiquement. Même si c'est souvent quelque chose qui est visible, donc sur lesquels on se focalise pas mal. Et enfin, il va y avoir le sol et les ponts thermiques qui sont globalement pareil, des problèmes dans l'isolation du mur. Ok. Non, c'est voilà c'est clair et c'est complet. Voilà, la performance énergétique des bâtiments. Et vous avez formé combien de personnes là depuis 2021? Alors on a Je formé... le demande parce que c'est un chiffre impressionnant. Non, mais on avait parlé avec Koum au tout début et tu nous avais déjà dit, en fait, au bout de quelques mois quasiment de start-up, tu avais déjà formé des centaines de personnes. Peut-être que j'exagère, mais ça allait très vite en fait. Ouais, exactement. Alors nous, cette année, en 2023, on va former nous sur des parcours longs. Ce que je dis long, c'est quelques mois. Enfin du coup entre 1 et 3 mois et demi. À peu près, à peu près 400 personnes. Okay. L'objectif étant d'en former 1000 l'année prochaine. Sachant que oui, je l'ai pas dit, aujourd'hui on forme des personnes sur différents campus. On a des campus à Paris, Lyon et Nantes. Et l'objectif est de pouvoir également ouvrir d'autres campus parce qu'on s'adresse à des gens qui sont pas qui sont en reconversion, qui sont pas forcément mobiles. Tout le monde ne peut pas venir à Paris, à Lyon ou à Nantes pendant 3 mois et demi quand on a une vie de famille et surtout quand on n'a pas de logement sur place. Donc l'idée est aussi de pouvoir développer des centres de formation au plus proche des gens. Et voilà, et du coup l'année dernière on avait formé à peu près un peu moins de 120, à peu près 120 personnes. Et on avait démarré la première année avec une première promo de 12 élèves. Donc voilà, l'idée est de pouvoir répondre, comme je disais, à ce problème, mais on est encore loin de résoudre ce problème qui est gigantesque. Génial. Et c'est ça qui te rester plus ouvert. C'est quoi qui te drive du coup toi quand tu vas au taf, tu dis il faut que il y a des gens qui ont envie de se former à la rénovation, c'est important. Comment est-ce que je fais le max? Ouais, c'est exactement ça. Aujourd'hui, moi,
j'aime vraiment beaucoup ce que je fais. Et, je pense que ça tient à deux piliers, hein, qui est d'un côté ce qu'on fait. Je pense qu'avec une vision un peu d'ingé, moi j'étais très focalisé sur diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et en fait je me rends compte exactement. Et en fait je me rends compte aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en fait assez fort pour moi, le côté aussi social. Alors social au sens de on travaille avec des gens, notre objectif c'est de reformer des gens. Il y a un côté très gratifiant, extrêmement fort, parce qu'en fait on change la vie de personnes et on le voit en quelques mois, donc c'est en plus très rapide. Et il y a vraiment plein de gens qui se métamorphosent comme ça, donc c'est très beau aussi à vivre. Et donc il y a un peu je pense ce côté mission où en vrai je sais pourquoi je me lève le matin, je suis content de le faire, et le seul objectif c'est juste que ça aille plus vite. Okay. Et c'est un peu ce que tu dis ça parce que tu viens de dire il y a plein de gens qui aimeraient se former mais qui peuvent pas aller à Nantes, à Lyon, à Paris, et tu parles pas de on pourrait faire plus de chiffre d'affaires, tu parles de en fait on pourrait juste, ces gens-là ils ont envie de se former, j'aimerais bien leur donner la possibilité, quoi. Ouais, exactement. Enfin c'est vrai que ça se transmet là-dessus. Après évidemment c'est une boîte, il faut que ça tourne, mais c'est le business. C'est le principe. Mais concrètement il y a encore énormément de choses à faire justement pour aller massifier un peu ces travaux dont on a besoin. Et le deuxième pilier, alors, tu disais? Et le deuxième pilier, je pense que ça tient plus à aujourd'hui ce que je fais concrètement en tant que cofondateur de cette boîte, et là qui est plus dans c'est un rôle qui correspond beaucoup à ce que je suis, je pense, rétrospectivement, et bon, c'est toujours pareil, c'est toujours facile de rétrospectivement de dire que c'était le bon, c'était ce que je voulais faire. Exactement, c'était le bon sujet, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est un rôle dans lequel je m'épanouis vraiment bien, et je pense que je peux dire que j'ai trouvé un peu je me sens bien à ma place, et j'ai pas de, comment dire, moi je regarde beaucoup en termes de est-ce que aujourd'hui je jalouse, ou est-ce que aujourd'hui j'ai envie est-ce que aujourd'hui je me projette plus dans quelque chose d'autre. Et en vrai, aujourd'hui je suis très content de faire ce que je fais, et il y a aucun autre endroit auquel je me visualiserais mieux. C'est un bon moyen de c'est une belle manière de s'observer. Et je voulais te poser une autre question, pardon. Non, c'est non, ok, c'est clair. J'ai oublié ma question. Il y a pas de sujet. Bref, pour revenir rapidement sur un sujet qu'on a coupé vite, mais donc là, on forme des chefs de projet, des commerciaux. Pardon. Non, il y a pas de si. Et ensuite, on forme aussi du coup des artisans, donc des installateurs de pompes à chaleur, parce que on pose beaucoup de pompes à chaleur aujourd'hui en France, pas forcément bien. C'est des produits qui sont très techniques et qu'il faut bien poser pour que ce soit performant. Et il manque beaucoup de professionnels, donc on forme ces artisans-là. Et là, on ouvre aussi un format, du coup, une nouvelle formation pour former des installateurs de panneaux photovoltaïques. C'est un secteur qui est en grosse explosion aujourd'hui en France. Et honnêtement, aujourd'hui, il faut faire un peu feu de tout bois sur les productions d'énergie et d'électricité, notamment parce qu'on électrifie beaucoup, et on a un parc nucléaire qui est en train de se relancer, mais même les délais industriels de ce qu'on pourrait faire au mieux risquent de ne pas reboucler avec la consommation. Donc dans tous les cas, on peut installer aussi pas mal de PV sans trop d'inquiétude. Et mine de rien, c'est des produits qui ont quand même produits en Chine, des très beaux impacts carbone à la production. Donc ça reste au cœur quand même de ce qu'il faut, de ce qu'on peut se dire qu'il faut faire. Ouais. Ok, ma question c'était ça. T'as dit t'adores ton taf, mais est-ce qu'il te reste? Parce que c'est un peu un sujet, je pense que beaucoup de jeunes, on a au-delà du sens, il y a un côté en fait, j'ai pas envie de passer ma journée sur un ordi. Comment tu gères quand tu fais de l'admin, quand tu fais des mails pas intéressants? Comment tu gères ça? Est-ce que de toute façon tu l'acceptes parce que that's life et c'est partie intégrante de ton travail? Est-ce que tu essayes de réduire en fait ce temps en se disant je veux passer pas plus de 10 minutes par jour à faire des choses qui m'intéressent pas? Ouais. C'est assez marrant. Je sais pas si je le poserais comme ça. Ouais. Tu le perçois même pas du tout comme quelque chose de chiant en fait. Non, en fait, oui, je pense que je le réfléchis plutôt entre quand j'ai quelque chose à faire. Enfin, si je décompose un peu mes journées, il y a en effet, je pense rarement plus d'un tiers du temps qui est sur l'ordi, parce que après ça va être des réunions, des appels. Alors non, il y a quand même pas mal de visio. Ouais. Visio. Donc j'irai un tiers vraiment sur l'ordi, puis ensuite facile un tiers de réunion, visio, appel, et un tiers après plus peut-être soit d'échanges, de management, exactement, de rencontres, enfin, bref, là plus en physique.
Ok, ok. La question, je pense, c'est plus aujourd'hui, je passe ce que je fais plutôt au crible de est-ce que c'est la chose qu'il faut absolument faire maintenant tout de suite pour que la salive aille plus vite, plus loin. Ok, ok. Et en fait, à partir de ce moment, Si tu vois l'impact à sur la partir de ce salive, moment-là, exactement, en fait, y a pas, enfin, je vois pas d'enjeu. Enfin, je me dis pas, oh là là, c'est vraiment relou d'être sur un ordi parce que en fait, ce truc-là, c'est absolument le truc qu'il faut faire pour que ça avance. Et en fait, quand tu vois que ça avance, que ça débloque des choses, après, bah, il y a la petite récompense derrière. Et oui, après, c'est vrai qu'il y a des journées où à la fin, enfin, je me suis rendu compte que j'ai fait une après-inventaire sur un ordi et juste, j'ai les yeux comme des soucoupes. Ouais. Et donc, je passe plutôt des coups de fil et je vais me balader. Mais honnêtement, ça n'arrive pas tant que ça. Ok, merci beaucoup. Euh, J'ai une question, parce que moi, c'est une question que je me pose beaucoup et que je pense qu'on est beaucoup à se poser. C'est beaucoup plus global et Ouais. quasiment philosophique. Comment tu te places face à la crise écologique? Enfin, est-ce que quand tu vois toutes les mauvaises nouvelles qu'on voit ou quand tu vois les bonnes nouvelles, comment tu te places face à ça et qu'est-ce que tu vois? Comment t'imagines l'humanité dans 50 ou 200 ans? Hmm. On en parlait un peu. Ouais, je pense que le sujet boule de cristal est jamais évident Ouais, non. à aborder. Je vais pas reprendre les mots euh, de personnes avec lesquelles, enfin, qui ont pas mal réfléchi sur ce sujet-là. Je pense que objectivement, c'est compliqué de pas être très pessimiste d'un point de vue rationnel sur la projection. Ouais. Et je pense que je suis objectivement assez pessimiste sur la projection. T'es lucide. Lucide et enfin peut-être je sais pas si c'est lucide C'est si c'est scientifique, en fait. ouais plus rationnel enfin c'est vrai qu'objectivement il y a quand même plein de sujets après je suis je pense un très grand optimiste dans l'âme dans Ouais, le je t'ai rarement vu déprimé. non Plutôt mais c'est dire vrai ça. que dans le quotidien Ouais. dans la vie, enfin juste il y a un moment où bah, voilà, enfin Voyons le c'est bon, exactement, ça sert profitons-en. à rien de regarder ça et de se lamenter pendant des heures et des heures. Et à un moment où faut avancer, faut faire des trucs. Et puis Faisons ce qu'il en faut vrai, il y faire a plein de maintenant. choses géniales à faire là tout de suite pour faire en sorte que tout le monde aille un peu plus dans la bonne direction. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui j'ai un peu ce duo là et mine de rien, je suis en vrai un peu plus focalisé sur moi, mon sujet, mes enjeux. Ouais. J'arrête de regarder un peu plus Les infos, ouais, la grande image et du coup, bah, globalement, il y a quand même plein de trucs qui sont cool, qui avancent, qui se passent bien. Bah, c'est un très bon signal qu'il y a besoin de gens qui forment parce que ça veut dire que on est en train de changer les bâtiments juste à ouais, c'est exactement. Et agréable. à ce niveau-là, si on prend ce niveau-là, il y a quand même des énormes prises de conscience. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'avancer dans la bonne direction, à plein d'étages. Et bah, in fine, voilà, maintenant, faut l'accompagner, faire en sorte que ça se passe concrètement. Et pour ça, bah, c'est un peu l'optimisme concret de voir les choses qui avancent et quand on arrête de regarder, de se projeter dans un futur qui Ouais. est pas forcément sympa. Bah, en fait, il y a quand même plein de petites briques à mettre pour commencer à construire un peu Et t'as la formé grande, 400 personnes qui leur vie ont changé personnellement, ils vont contribuer à faire avancer, donc exactement. Et c'est maintenant, déjà une belle bah voilà, fierté. à leur niveau, ils participent aussi à ce chantier-là, à faire en sorte qu'on décarbone nos bâtiments. Et mine de rien, la réno énergétique, pour reprendre des éléments de communication gouvernementaux, mais qui ont leur vrai fond de vérité, c'est un enjeu qui est vraiment hyper intéressant parce que euh, il concile ce qui est après unique, mais il concile à la fois un intérêt écologique, c'est-à-dire que objectivement tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut isoler, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut changer les systèmes de chauffage et tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut consommer pour produire un peu d'électricité. Euh, donc il y a un vrai gain énergétique et écologique. Il y a un vrai gain euh, économique parce que ça réduit la facture des gens. Et Ok. bah mine de rien, c'est quand même ça qui rentabilise les travaux aujourd'hui et Ouais. qui fait que en fait les gens peuvent se projeter dedans. Et il y a beaucoup d'aides et c'est particulièrement fléché vers les personnes qui en ont le plus besoin. Donc bah il y a quand même un vrai enjeu économique là-dessus Ouais. et un enjeu aussi social parce que bah mine de rien c'est du boulot non délocalisable qui est fait. Et mine de rien, je pense que c'est important de le souligner. Il y a dans la réno énergétique clairement de quoi faire pour des bacs plus 5 et il y a clairement de quoi faire pour
des personnes qui sont en décrochage complet, en réinsertion ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, il y a besoin de gens pour aller faire de l'isolation, il y a besoin de gens pour potentiellement réfléchir au système qu'on installera demain. Donc, dans la transition écologique, il y a quand même un peu souvent ce sujet de c'est quelque chose qui est réservé à des cadres, machin, etc. Et il y a que pour eux que c'est important et intéressant. Là, ça rend aussi plus actionnable et plus concret un morceau de la transition écologique, qui est un des plus gros morceaux, et accessible un peu à n'importe qui. Donc c'est aussi ça le... Donc à la limite, quelqu'un qui aujourd'hui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, lancer une boîte de rénovation énergétique qui prend des gens que t'as formés et qui les... Je pense qu'il y a peu de choses plus utiles, plus efficaces, et même honnêtement qui économiquement marchent mieux aujourd'hui. Ok. Magnifique, ça me donne des idées. Non, génial. Ok, merci. Il est 9h30. Est-ce que tu peux nous dire quels conseils tu aurais aimé recevoir quand tu étais plus jeune? Si tu as des conseils. Voilà, je suis pas un grand donneur de conseils, malheureusement. Ou quelle chose tu te dis, putain, j'aurais quand même aimé savoir, ou j'aurais aimé qu'on te dise ça un peu plus tôt. Ouais, moi je suis quelqu'un qui alors je pense que sur l'expérience. Ouais, exactement, je suis quelqu'un de très expérimental, très empirique, donc je teste, et en fait je trouve qu'à partir du moment où on a un premier élément, c'est beaucoup plus facile de se raccorder ensuite à quelque chose, de visualiser ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, de regarder un petit peu à côté, voire de changer complètement. Et pour moi, il y a aucun problème à tester les trucs quelques semaines, quelques mois, j'ai essayé, raté, exactement. Enfin, exactement. Il y a pas de sujet particulier là-dessus. Personne trouve sa voie du premier coup directement. Enfin, ça n'existe pas. Et en vrai, il vaut mieux le faire. Enfin, c'est presque plus un truc de start-upper à la con, mais mine de rien, le essai rapide, puis arrêt, puis on se rend compte de ce qui a marché ou pas, et puis on réessaye, et puis machin. Okay. En fait, je trouve que ça s'applique très bien aussi à la vie sur plein d'enjeux, et notamment sur ça, trouver ce qui nous plaît. C'est toujours plus dur de se projeter que de tester réellement les choses. Merci beaucoup, Comme. Et ben, merci beaucoup, Clément. Et merci à vous. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère du fond du cœur que tu es plein d'énergie, que tu as le sourire et que tu repars avec des réponses et inspiré par notre invité. Bon, j'écoute aussi des podcasts et je sais qu'on a la flemme de le faire, mais ça prend vraiment moins d'une minute. Alors si tu peux liker et t'abonner à Changer d'air, merci beaucoup. Ça lui donnera de la force et de la visibilité. D'ailleurs, si tu as des retours, des questions ou des idées, n'hésite vraiment pas à me les remettre en commentaire ou à me les envoyer par mail. L'adresse est dans la description. À la semaine prochaine!